très content de vous accueillir pour ce séminaire à Systemix, un séminaire où on a, moi je suis très content d'accueillir aujourd'hui Christophe Tournier, qui était professeur des universités à l'École normale supérieure de Paris-Saclay et qui dirige le laboratoire LURPA, laboratoire universitaire de recherche en production automatisée, voilà, je ne me suis pas trompé. Un laboratoire avec lequel on a des liens aujourd'hui puisque Christophe fait un certain nombre d'actions pour le compte de l'IRT, en particulier sur les sujets de coordination des projets en fabrication additive. Et il a un rôle aussi majeur au niveau de l'université Paris-Saclay sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, il va nous évoquer un sujet qui est lié directement à cette activité sur la vision intégrée et un petit peu la chaîne numérique sur le sujet de la fabrication additive. Et je lui passe la parole pour ce temps d'échange et de présentation. Merci Patrice. Donc voilà, je vais vous parler de fabrication additive métallique. Et donc vous allez voir plusieurs logos en fait. Donc comme je suis prof à l'ENS et également MAD à Systemix, j'ai ni la maquette Systemix ni la maquette ENS. On a fait un truc hybride. Donc voilà, voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui. D'abord, je vais vous présenter les procédés de fabrication additive métallique, puisque la présentation porte sur ce procédé-là. Sur le processus d'élaboration des pièces, donc on verra tant du point de vue chaîne numérique que du point de vue technologique et enjeux scientifiques. Et ma spécialité étant plutôt la génération de trajectoires, on parlera de trajectoire de lasage, donc trajectoire 2D pour les procédés de fusion sur lit de poudre. Et puis trajectoire 3D pour le procédé de dépôt sous énergie concentrée. Et puis à la fin, je vous ferai, si on a le temps, une petite description des initiatives relatives à la fabrication additive sur le plateau de Saclay. Donc la norme définit 7 procédés de fabrication additive, donc une norme relativement récente, pour des procédés de type donc liquide, en verre, solide et matériaux poudre en bleu. Alors, ce que vous connaissez classiquement, quand on parle d'impression 3D, c'est l'extrusion de matière solide. Donc, on extrude un fil de plastique. C'est ce qui est assez répandu, qu'on trouve partout à moins de 1 000 €, une imprimante 3D en fait. Et puis, par exemple, ici, dans la partie liquide, la photopolymérisation en cuve et notamment la stéréolithographie, qui est un procédé qui a été inventé il y a 30 ans par des Français et qui a été breveté par les Américains. Voilà. Donc on a finalement un bain de polymère et puis un laser qui vient décrire les trajectoires et polymérise le matériau pour qu'il devienne solide. Donc c'est le premier procédé de fabrication additive. Et puis dans les procédés métalliques, donc on va parler plutôt, je ne vais pas tous les décrire, hein, on va parler de ces deux-là. Donc la fusion sur lit de poudre, que ce soit avec une source laser ou une source d'électrons. Et puis les dépôts de matière sous énergie concentrée, c'est-à-dire la projection de matière sur une pièce. Donc la fusion sur lit de poudre, c'est un procédé dans lequel l'énergie thermique va faire fondre la poudre de manière sélective. On choisit les endroits où on fait fondre la poudre. Donc je vous ai dit deux procédés. Le SLM pour Selective Laser Melting, qui est un procédé relativement précis. On peut voir ici typiquement une structure lattice en hexagone là. Donc on arrive à avoir des formes relativement fines. Par contre, c'est moins productif que l'EBM, qui est un faisceau qui est un peu plus gros et qui va plus vite. Mais par contre, on obtient des détails moins fins sur les pièces. Donc ça, c'est une pièce issue de fabrication additive. Et vous voyez que c'est pas, d'un point de vue état de surface, ce n'est pas une pièce fonctionnelle. Ça, ce sont des pièces faites en fabrication additive, mais polies. Donc il faut voir le procédé de fabrication additive métallique comme un procédé d'obtention de pièces brutes. La pièce est rarement fonctionnelle. Les états de surface, les dimensions ne permettent pas d'utiliser la pièce sans qu'elle soit reprise, soit par les traitements thermiques, soit par de l'usinage, soit par du polissage, par exemple. Donc voilà un exemple de machine SLM, donc de fusion laser sur lit de poudre. Une machine fabriquée à l'époque par Phoenix Systems, qui est maintenant a été rachetée par les Américains, par 3D Systems. À l'époque, c'est-à-dire c'était racheté il y a 3 ans, je crois, Phoenix. Et la machine, elle date De ces années-là, d'à peu près 2-3 ans, celle-ci. Okay. Alors depuis, on en parlera un peu plus tard,
il y a d'autres constructeurs français qui ont repris le fil, et notamment la société Adobe, qui est une joint venture entre Michelin et la société FIV. Parce que Phoenix a développé son savoir-faire avec Michelin pour le développement de la fabrication des moules. Et donc, comme Phoenix s'est désolidarisé de cette action-là, Michelin a décidé de lancer sa propre gamme de machines. Donc, c'est les machines Adobe qui sont en train d'être vendues depuis le début de l'année. C'est assez récent. Donc là, voilà, c'est une machine Phoenix, donc un encombrement, vous voyez que ce n'est pas très gros. Hein. Ce qu'on peut fabriquer, ça tient dans un cube de 250 au cube, justement. Les nouvelles machines, c'est plutôt 400 au cube, mais pour l'instant, ça ne sera jamais 1 mètre carré, 1 mètre au cube. Pour la bonne raison que là, vous voyez le laser qui est en train de se déplacer sur le lit de poudre. Et si vous voulez 1 mètre cube de poudre, ben, si c'est de l'acier, ça fait 8 tonnes. Donc il faut soulever 8 tonnes de poudre. Donc c'est pas, technologiquement, ce n'est pas si simple. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on a des petits volumes. Donc là, vous voyez le déplacement du laser sur le lit de poudre. Donc c'est dans une seule couche. Et une fois qu'on aura fini de créer le motif, la pièce dans cette couche-là, puisqu'elle a été tranchée auparavant, on va remettre de la poudre et le procédé recommence. Donc, Je ne comprends pas. Donc la poudre, ce n'est pas le récipient où il y a, la poudre, mais on ajoute la poudre. Oui, au fur et à mesure. Ouais. On étale la poudre sur... en fait, il y a un système qui amène la poudre et il y a soit une raclette, soit un rouleau qui étale la poudre. Là, on l'a vu, voilà. Là, vous venez de voir la raclette qui a fait un aller-retour. Ok, et toutes les combien de centimètres? C'est tous les à peu près dixièmes. À peu près, oui. De millimètres. De millimètres. Oui, oui. Oui. Moi, je suis un mécanicien, je parle en millimètres. Le génie civil, il parle en centimètres, moi, c'est les millimètres. Donc là, c'est du dixième de millimètre. La poudre, elle a une taille variant de 1 centième à 1 dixième de millimètre dans ce procédé-là. Ah, donc c'est presque une particule, c'est très fin. Oui, c'est très fin et c'est dangereux. On verra ça après, c'est qu'on veut éviter de les respirer. Vu la finesse, ça rentre dans les poumons, voire ça rentre dans les pores. Dans les peindre des façons qui sont bien distribuées. Ah bah, c'est un métier. Ça, c'est les compétences des fabricants des machines, c'est leur expertise. C'est grâce à ça qu'ils vendent des machines. Mais bon, il y a des gens qui font des travaux sur... Moi, j'en parlerai pas, mais la mise en couche, c'est un problème parce qu'on a du mal à avoir une répartition uniforme de la poudre sur le lit. Et puis là où on a déjà lasé, donc là où le laser a durci la pièce, ça fait des bosses. Donc quand on étale, après la bosse, il y a un vide de poudre. Donc voilà, il y a pas mal de travaux pour essayer d'optimiser l'étalement de la poudre sur le lit. Donc vous voyez là, c'est un exemple avec un laser de 500 watts. Globalement, c'est des lasers de 500 ou 1000 watts et on est dans l'infrarouge. Maintenant, un exemple donc de fusion sur lit de poudre, mais avec une source d'électrons. Donc ça, c'est une machine Arcam. Donc, la société Arcam, c'est une société suédoise, donc c'est les seuls qui fabriquaient ce type de machine. Et ils ont été rachetés il y a 2 mois par General Electric pour $1 milliard. Quand en France, on investit à peu près 60 millions d'euros dans les nouvelles machines. Vous voyez la différence d'investissement dans cette technologie-là dans le monde. Le volume est à peu près équivalent, on est à 350 de diamètre x 380 mm. La taille du spot ici est plus grosse, c'est-à-dire elle est à 18 microns, alors qu'en 18 centièmes, alors qu'en laser, on est plutôt à 5 centièmes. Et puis là, on a 3000 watts contre 500 watts tout à l'heure. Et pour l'instant, ça ne fabrique que des pièces en titane. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc le principe, ça sera globalement le même. Donc, ça serait bien qu'on passe sur toute cette partie inintéressante. Voilà. Donc là, c'est l'exemple de fabrication d'une turbine. Donc d'une aube de turbine. Donc elle est découpée en tranches. Et puis on va fabriquer chaque tranche dans la machine. Donc en fait, une machine à faisceau d'électrons, c'est comme une télévision cathodique, ni plus ni moins. Donc on a une source d'électrons, on a un système de focalisation qui corrige l'astigmatie, et puis après on a un champ qui dévie les électrons. Donc là, il y a mise en couche, et là ce que vous voyez, c'est qu'en fait on est obligé de préchauffer la poudre, parce que si on ne la préchauffe pas, il n'y a pas suffisamment de cohésion, et quand le faisceau d'électrons arrive, et bien en fait il y a une répulsion, et la poudre a envie de s'en aller. Donc il y a d'abord une préfusion qui permet de pas la solidifier, mais de créer des liens entre les grains de poudre. Et on fait ça à chaque fois. Donc là, vous voyez, on met en couche,
on préchauffe, on lase, on met en couche, on préchauffe, on lase, et puis on fabrique la pièce au fur et à mesure. Et donc ça peut prendre des heures. Okay, on parle de 20 heures. Donc la pièce, on l'a soulevée dans la poudre. Oui, elle est dans la poudre qui n'a pas été fondue. Et si on fait des cavités et qu'on n'a pas prévu l'extraction de la poudre de ces cavités, la poudre reste à l'intérieur. Donc il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait si on ne peut pas laisser la poudre à l'intérieur. Et la poudre, elle peut être réutilisée ou elle doit être régénérée? Elle est réutilisée. Donc en fait, on va la retamiser. Et puis on la remet en container et on la réutilise. On peut la réutiliser environ 5 fois. Au-delà, elle aura vu trop souvent l'air et elle s'oxyde. Donc les paramètres matériaux ne sont pas les mêmes que le lot initial en fait. Donc ça pose un problème de répétabilité après de la fabrication des pièces. Pourquoi il n'est pas soufflé? Pourquoi il n'est pas soufflé? Oui, quand tu la constitues, tu balayes, tu humidifies, enfin tu pressoudes, tu fusionnes la particulate. Tu pourrais nettoyer, je dirais. Parce que je pense que la poudre qui reste aux alentours, elle a un rôle pour tenir la pièce et pour évacuer la chaleur. Enfin, pas trop d'ailleurs, mais c'est un rôle thermique, mais aussi de support. S'il n'y a pas cette poudre qui supporte la pièce, elle peut ne pas tenir en fait. L'avantage, c'est que grâce à la poudre, on n'est pas obligé de supporter de haut en bas. Et donc c'est un lien pour la cohésion de la pièce et pour la tenue de la pièce. Donc quand vous voyez la pièce se créer en profondeur, en dessous, c'est une bague de poudre qui se remplit. Oui. Voilà. Et donc ce que je disais, c'est que sur les grandes pièces, ça peut peser très très lourd. Donc c'est une problématique que de vouloir agrandir la taille des pièces, ça veut dire agrandir la masse de poudre. Et ça, c'est un problème. Ah oui, alors j'ai le petit... Voilà, et donc l'autre procédé, donc là on a vu les procédés de fusion sur lit de poudre, et puis là, alors ça, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout ça ce qu'on va voir. Là on va avoir du dépôt de matière sous énergie concentrée, c'est-à-dire que la matière elle n'est pas présente sous forme de lit, mais elle va être projetée par une buse et fondue au passage par un laser. Donc on va lancer ça. Donc en fait là, vous voyez la buse qui se déplace sur une structure mécanique articulée. Donc là, ce n'est pas un laser ou un faisceau d'électrons. La buse se déplace et à l'intérieur de la buse, vous allez voir qu'on a... Alors BIM, c'est une société française qui vend ce type de machine. Ah, c'est le principe de l'imprimante G d'encre. C'est pas exactement pareil quand même, parce qu'on reste toujours sur de la poudre. Donc on voit la poudre arriver par les conduites latérales. Et puis au centre de la buse, on a un laser qui va venir faire fondre la poudre qui arrive devant. Et puis il y a un flux d'air, un flux de gaz neutre qui vient protéger la fusion. Et là, on fabrique des pièces en empilant la matière. Donc là, on fait vraiment du 3D. On ne fait pas du 2D qu'on empile. Là, on peut faire du 3D complet avec ce... Je crois que j'ai déjà appuyé sur le bouton. Alors que c'était peut-être pas fini. Ah, donc c'est la poudre, c'est pas un métal volatilisé qui va sublimer. Si, là, la poudre, elle est projetée. Donc, elle est un peu plus grosse. Elle est 10 fois plus grosse que la poudre qu'on utilise en SLM. C'est de la poudre. C'est pas un gaz. Et il y a un gaz, en fait, qui... Les particules sont protégées. Le bain de fusion va être protégé par un gaz. C'est comme en soudure, parce que sinon, ça va s'oxyder directement. Donc, il y a à la fois la poudre qui arrive dans la buse, le laser et le gaz protecteur. Donc, tout à l'heure, on avait les systèmes... si on reprend la méthode SLM, c'est des galvanomètres, on verra plus tard dans la présentation, qui permettent de déplacer le faisceau à peu près 4-5 mètres par seconde. Le faisceau d'électrons, on peut le déplacer à 8 mètres par seconde. Là, on va être à 2 mètres ou 3 mètres par minute. Donc, ce n'est pas non plus les mêmes débits. Donc, voilà pour les procédés. Je montre celui-là, c'est un peu caricatural, mais c'est pour vous montrer que c'est un peu accéléré. Oui, c'est-à-dire qu'une trajectoire de lasage en SLM, donc c'est des galvanomètres avec des miroirs qui tournent à une telle fréquence qu'on peut avoir des déplacements jusqu'à 10 mètres par seconde. Sauf que le bain de fusion, on le maîtrise qu'entre 2 et 3 mètres par seconde. Au-delà, on ne le maîtrise plus. Alors que, et là, finalement, c'est des actionneurs qui n'ont pas de contraintes. À part supporter le miroir, il n'y a pas de perturbation réelle sur ces actionneurs-là.
Alors qu'un robot ou une machine-outil, on ne la déplace pas à quelques mètres par seconde, on la déplace à quelques mètres par minute, 10 mètres, 20 mètres, mais pas plus. Et pour les électrons, c'est des frictions électromagnétiques. C'est extrêmement rapide. Ouais. Le premier avec le dépôt de vis, non. Oui, non, c'est plus rapide. Tout ce qui est fusion sur lit de poudre, comme en fait on déplace rien qui est lourd. C'est juste un laser qu'on vient dévier. Et là, la vitesse de déviation du laser peut être très grande, de même que la déviation d'un faisceau d'électrons, c'est à une très très grande vitesse. Alors que le procédé qu'on voit là avec un robot ou qu'on voit avec une machine 5 axes, il faut déplacer des centaines de kilos. Et ça se fait à 10 mètres, 20 mètres par minute maximum. Mais les machines que je vois fonctionner, elles fonctionnent à 2-3 mètres par minute, pas plus. Et donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer qu'on peut faire autrement que par une machine 5 axes, on peut aussi utiliser un robot. Bon, c'est un peu accéléré. Et ça montre aussi que c'est un procédé qui n'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on faisait de la soudure et c'était finalement la même chose. Vous voyez, maintenant, avec le CLAD ou ce qu'on appelle le LMD, on arrive à faire des choses plus fines. Mais alors ça, c'est voilà, leur idée là, il y a plusieurs exemples comme ça, c'est de construire le pont directement au fur et à mesure qu'il avance, sans personne. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut faire ces choses-là et qu'on pouvait déjà les faire avant avec de la soudure. Mais les outils numériques à l'époque, il y a 30 ans, pour faire de la soudure, n'étaient pas au point de telle sorte, c'est un procédé qui ne s'est pas très développé. Mais maintenant qu'on peut faire... alors ça, c'est de l'optimisation topologique, ça va parler à certains d'entre vous. Ou comment... voilà, bon, il est plus petit là, le pont au final. Mais bon. Donc il y a plein de choses qui sont possibles avec ce procédé. Voilà, donc maintenant on va passer on va essayer de voir un peu le processus d'élaboration des pièces, point de vue chaîne numérique et point de vue technologique. Donc point de vue chaîne numérique, bon, typiquement à partir d'une CAO, et d'une CAO si possible adaptée à la fabrication additive, parce que pour l'instant on est dans un monde où soit on fait de l'iso-conception, on refait les mêmes pièces qu'on faisait avant en usinage, fonderie, forge, etc., mais on les imprime, on les fabrique en fabrication additive. Ou alors, on se donne les moyens d'exploiter au mieux le procédé, et là, on fait de l'optimisation topologique, on essaie de définir des contraintes liées à la fabrication additive pour faire des pièces qui tirent parti de ce procédé-là, c'est-à-dire mettre la matière là où on en a besoin. C'est essentiellement ça l'intérêt. Donc, la première étape, donc on fait de la CAO, on génère un modèle, donc un modèle 3D exact. Et puis, il va falloir le mailler. C'est-à-dire que la machine qui est là, elle ne sait lire que, finalement, des maillages. Et pourquoi? C'est parce que, historiquement, c'était beaucoup plus facile de faire des tranches dans un maillage que dans un solide. Mathématiquement, il y a 30 ans, quand on a développé la stérolithographie, et donc les formats STL, c'était trop long d'aller prendre un fichier STEP, et puis de le trancher, de retrouver les bords, etc. Donc, on a fait du maillage de la peau. Et puis, en fait, on ne fait que le maillage de la peau, on tranche. Et puis après, il y a une opération de remplissage qui est intégrée à la stratégie de fabrication. Bon, alors quand vous générez un maillage ici, il n'y a aucune chance que le maillage soit correct. C'est-à-dire qu'il y a toujours des erreurs de topologie. Donc les gens qui en font tous les jours passent des heures à réparer les maillages. C'est-à-dire que même s'il y a des mailleurs qui existent depuis longtemps, entre cette étape-là et le maillage, on passe beaucoup de temps à réparer les maillages. Une fois qu'on a un beau maillage, on passe dans la partie plutôt FAO. Et il va falloir définir comment on oriente la pièce dans la machine. C'est-à-dire que là, on a vu que ça monte par couche. Mais dans ce volume-là, je pourrais très bien mettre ma pièce à la verticale, à l'horizontale. Je pourrais la mettre dans un coin, en diagonale. Il y a plein de possibilités possibles. Plein de possibilités, pardon. Et donc ça, c'est le supportage. C'est comment je vais tenir ma pièce et comment je l'oriente. Et puis les stratégies, c'est comment je vais... quelle stratégie je vais utiliser pour laser dans chaque couche la pièce. Est-ce que je fais les contours d'abord, et puis après je fais des allers-retours, ou est-ce que je fais des spirales rentrantes, sortantes? Il y a plusieurs possibilités. Et là, on ne sait pas trop quelle est la meilleure, je vous en parlerai tout à l'heure. Et si possible, on essaye de rentrer ces paramètres-là pour pouvoir faire une simulation, sachant qu'on lase dans cette direction-là plutôt que dans une autre. Est-ce que, in fine, la pièce aura la dimension voulue? Est-ce qu'elle aura la santé matière voulue? Donc on verra que c'est essentiellement la problématique, les déformations des pièces et les contraintes résiduelles dans les pièces. Pardon, j'ai une question. Bon, je ne suis pas expert en mécanique, mais
j'imagine que quand on fait le design, enfin, on va dessiner une pièce, mais la forme et la façon de concevoir la pièce dépend de la résistance, des caractéristiques du matériel, des matériaux qu'on va utiliser. Donc là, donc on a un matériel. Et ça, on l'a fait là. Donc c'est-à-dire qu'à niveau de design, on tient compte du type après des procédés pour produire la pièce. Ben, c'est là, on en tient compte quand on est là. On fait de fabriquer une pièce. Alors dans CAO, ça regroupe aussi optimisation topologique et dimensionnement. Okay. Mais il faut savoir quel est le procédé, la poudre, etc. Parce qu'il faut adapter au type des procédés. Oui, aux matériaux déjà, parce que peut-être que cette poudre-là, c'est du titane ou c'est de l'inconel et ça n'a pas les mêmes propriétés. Okay. Ouais. Ça, si on le sait, il faut le savoir à ce moment-là, sinon on ne va pas avoir dimensionné la pièce correctement. Donc, on essaye de simuler pour prédire les déformations et puis les contraintes résiduelles, et puis on joue sur les stratégies et le supportage pour essayer de voir si on trouve quelque chose de mieux. Pour l'instant, ça n'existe pas. Pour l'instant, ça, c'est j'essaye, je fais une simulation, c'est pas trop mal, j'imprime. Mais on n'est pas dans une chaîne numérique intégrée encore. Donc, on envoie le fichier à la machine qui est chargé en poudre. Je vous ai mis le monsieur là qui travaille bien habillé parce que je vous répète que c'est dangereux. Donc si on ne prend pas, c'est dangereux. Il y a un risque sanitaire, donc il faut prendre des précautions adaptées. Et puis au bout de plusieurs heures, vous sortez les pièces. Donc là, ce qu'on voit en bas, c'est le plateau. Et les pièces ici sont soudées sur le plateau. Donc il y a déjà une partie qui est pénible, c'est comment j'enlève correctement les pièces du plateau sans les abîmer. Et après, ce plateau-là doit être réusiné pour être remis dans la machine. Et puis là, vous avez en fait l'ensemble des pièces qui vont faire le cadre du vélo. Donc voilà à peu près les différentes étapes. On y reviendra après. D'un point de vue technologique, si on reprend les grandes étapes, on va commencer par la poudre. Donc il y a un enjeu sur la fabrication et la caractérisation des poudres. Donc les poudres sont fabriquées par ce genre de machine, qui est une tour d'atomisation. Et donc en fait, vous avez du métal liquide qui est dans lequel on injecte soit un gaz, soit un jet d'eau. Ça crée des gouttelettes, ça tombe dans la tour et quand ça tombe au fond de la tour, ça refroidit et c'est solide. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de dire de régler le procédé pour dire je veux de la poudre à 1/100. Donc en principe, dans une tour d'atomisation, on fait des poudres de toute taille et après on les trie. Et selon leur taille, elles iront dans tel ou tel procédé. Le problème, c'est qu'on va trouver dans ces poudres, par exemple ici, vous voyez un exemple où il y a un satellite là, qui est collé sur un grain de poudre, là il y en a d'autres. Donc il y a des caractéristiques des poudres qu'on voudrait maintenir. Fabrication de l'eau après fabrication de l'eau. Et pour l'instant, ça, c'est pas systématique. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas, les gens, Eramet, etc., ne maîtrisent pas les variations des compositions des batchs, donc en termes de satellites, de taille de particules, d'inclusion, etc. Il faut vous dire que même si ça progresse relativement vite, on n'est pas capable de faire la même pièce avec les mêmes caractéristiques mécaniques quand on a deux machines différentes avec deux lots de poudre différents, même si c'est la même marque de machine. Okay. Pour l'instant, on ne fera pas deux fois la même pièce. Il y aura des différences. Et des fois, on sait pourquoi, des fois, on ne sait pas pourquoi. Mais ça viendra, disons que cette caractérisation viendra en étudiant chacune des étapes qui permettent de produire les pièces. Pardon, de toute façon, l'objectif, c'est pas faire des séries, mais c'est faire des prototypes. Non, l'objectif, c'est de fabriquer des pièces en série. Ah, okay. Là, les moules, on sait déjà faire, donc le moule, on le fait. Le moule d'injection plastique en fabrication additive, on le fait. Là, on parle de faire des pièces de structure pour l'aéronautique et l'aérospatiale. Donc les turbines qu'on voyait tout à l'heure, les aubes de turbines, on veut les fabriquer en fabrication additive. Ça coûte moins cher que de les faire. Non, mais on n'a jamais parlé de petites séries. Je n'ai pas parlé de série pour l'instant. En l'occurrence, prenons l'industrie automobile. Ils font des pièces en plastique. Maintenant, elles sont imprimées et il y a 100 machines de machines ABS, donc de fusion de fils plastiques, et elles tournent toute la journée, elles fabriquent des pièces. Et on en fait des centaines et des centaines chaque jour. Et quels sont les avantages de cette pièce par rapport à une pièce parce que si on fait de l'injection plastique pour un moule, on va l'amortir si on fabrique 20 000 fois la même pièce. Ouais. Et peut-être que dans la customisation des voitures, peut-être que vous avez une voiture avec un rétro rouge, l'autre il est bleu, j'en sais rien, c'est peut-être mieux de faire... Je ne connais pas les tenants, les aboutissants de pourquoi l'industrie automobile utilise... Mais c'est plutôt une réponse économique qui est mécanique ou des propriétés de la pièce. Les deux. En fait, les deux. Parce que typiquement, on va pouvoir, avec la fabrication additive, si on prend cet exemple-là, passons à la conception des pièces, là,
la conception des pièces, c'est ici une pièce qu'on a définie de manière fonctionnelle. Donc on ne voit pas très bien à l'écran, mais tout ça, finalement, c'est des plans qui sont des interfaces entre des limites d'encombrement, de choses d'espace qu'on ne peut pas dépasser. Et là, vous voyez des cylindres, et puis ici, vous voyez des conditions sur ces surfaces grises là. Ça, c'est une description fonctionnelle de la pièce. Donc on peut imaginer effectivement qu'on pourrait l'usiner, on met un coup de fraise là, on perce, voilà, on a notre pièce. Ça pourrait être une pièce issue d'usinage, par exemple. Mais faire cette pièce-là en fabrication additive, ça n'a aucun intérêt, puisque l'idée, c'est de mettre la matière où on en a besoin. Donc on va faire de l'optimisation topologique, c'est-à-dire qu'on va mettre des conditions en déplacement à certains endroits ou en effort. On va dire qu'il y a un certain espace de variation qui est possible, on ne peut pas dépasser cet espace. Et puis on tape sur Enter, et par magie, l'algorithme va mettre des trous, va créer des trous, en fait. Et pour éliminer le plus de matière, parce que la fonction objective, c'est souvent de minimiser le poids, quoi qu'il arrive, en tenant compte des sollicitations en fonctionnement, en phase de vie de fonctionnement, ce qui pourrait être un problème. Donc là, vous obtenez voilà, cette forme-là au lieu de celle-là. Donc là, il y a un intérêt immédiat, c'est le poids. C'est que le poids il est divisé par 3. Donc quand vous envoyez une fusée dans l'espace et qu'un kilo coûte, je ne sais pas, 10 000 euros, 100 000 euros, ça a forcément un intérêt. Donc c'est pour ça qu'en fabrication additive, on arrive souvent à avoir des formes un peu, j'allais dire, un peu biologiques. Ça, ce n'est pas des formes mécaniques. Parce que l'optimisation topologique génère ce type de forme. Et là, on voit une pièce qui a été conçue pour résister à sa phase de vie en fonctionnement normal. Il y aura des efforts. Mais ce qui serait pas mal, c'est qu'on arrive à faire cette optimisation topologique en tenant compte d'autres efforts ou d'autres sollicitations dans d'autres phases de vie. Typiquement, je vous disais, ça, c'est une pièce brute. Il faudra percer ces trous-là. Si les efforts de perçage de la pièce ne sont pas les mêmes, dans la même direction que les efforts qu'on a pris à cette étape-là pour sa phase de vie, là où la façon dont elle encaisse les efforts dans le système, peut-être que la pièce elle va se casser parce qu'elle n'est pas dimensionnée pour toutes les phases de vie. Donc il faudra que dans l'optimisation topologique, là, on intègre davantage que je résiste aux sollicitations mécaniques, ça pourrait être je dois résister à tout le reste du processus de fabrication, je dois résister au transport, je dois résister à toutes ces choses-là. Pour l'instant, ça reste vraiment que mécanique. C'est-à-dire ce qui existe aujourd'hui comme... Ah, mais ça se fait industriellement, ça. Donc, tu disais qu'il y avait un avantage, manifestement... Enfin, sous-entendu qu'il y avait un lien entre fabrication additive et optimisation. Oui. Enfin, ça existe déjà dans l'industrie. C'est une fabrication. Ouais, mais là, à niveau Je suis des pas mots, sûr on de... peut pas faire n'importe quoi non plus. Ah, tu veux dire que oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Il y a des procédés, c'est-à-dire que l'optimisation topologique, on l'a déjà fait en fonderie, par exemple. On sait mettre la matière où il faut en fonderie pour avoir une forme qui respecte les règles de tracé de la fonderie, qui puisse être démoulable et puis qui soit fonctionnelle. Là, finalement, les algos, ils existaient déjà. On est en train de les appliquer à la fabrication additive, mais ce n'est pas nouveau, l'optimisation topologique. C'est juste que c'est... Ma question, c'est vraiment de savoir si on pouvait concevoir ce genre de pièce-là avec... Aujourd'hui, maintenant, oui, on peut. Non, mais la question... Non, je ne comprends pas, là. La question, il pose la question, est-ce que cette pièce, on sait la faire en moulage? Non. Non, celle-là, on ne sait pas la... Si, à la cire perdue, on pourrait, mais bon. Mais c'est parce que on essaye de les faire impossible. Ouais, c'est ça. Le réel intérêt, c'est de faire, c'est justement pas faire des isoconceptions, il n'y a pas de fabriquer pour faire un moulage en fabrication additive, ça a commencé comme ça, c'est pas un intérêt, tu peux faire un moulage. Bon, alors tu peux gagner un moule, ça coûte cher, ça dépasse plusieurs zéros, quoi. Donc si tu fais pas de moule pour avoir une additive, pour quelques pièces, c'est avantageux. Des pièces prototypes que tu veux tester, tout ça, puis après tu fais un moulage. Ça peut présenter un intérêt déjà, mais qui n'est pas complet. Puis après, tu peux le faire en série sur des formes que tu ne sais pas faire, où tu optimises mieux le poids, par exemple, que tu le ferais en moulage. Mais ça reste difficile, hein. C'est-à-dire que ce qu'il faut développer là, maintenant, c'est ce qu'on appelle le design for additive manufacturing, c'est comment je fais remonter des contraintes liées au procédé pour faire une forme qui soit optimale pour le procédé. Souvent, en fait, aussi, ces pièces-là, ce qui intéresse à l'industriel, c'est de fabriquer une seule pièce qui a ses multiples fonctions, alors qu'aujourd'hui, pour avoir ces fonctions, il faut faire un assemblage de plusieurs pièces. De 10 ou 15 pièces. Ouais. Il faut non seulement fabriquer ces 10 ou 15 pièces, mais aussi les assembler. En fait, ça marche pas. Alors que la fabrication additive, c'est possible de créer une seule pièce qui a les 16 fonctions. Donc ça
non seulement c'est un gain de poids, mais c'est aussi un gain de complexité, de maintenance et de coût de fabrication. Et on peut intégrer d'autres fonctions là dont je n'ai pas parlé, mais on peut imaginer que dans cette pièce-là, je ne sais pas, ça sert d'antenne et puis il y a une partie électromagnétique, électronique qui est dans la pièce. Il y a il y a des travaux maintenant qui essayent de mélanger tous ces aspects-là pour justement éviter d'assembler plusieurs systèmes et d'intégrer directement des systèmes électroniques ou magnétiques dans les pièces qu'on imprime. Donc on pourrait très bien imaginer, j'imprime la pièce, sa structure, et en même temps j'imprime un circuit électrique avec un autre matériau, etc. Donc, mais il y a des projets très, très concrets à ce sujet-là. Ensuite, on va parler un peu de simulation. La simulation, donc simulation multi-échelle du procédé. Donc on distingue trois échelles de simulation. La simulation au niveau du bain de fusion. Et là, ce qu'on veut voir, c'est le changement de phase, c'est comment l'énergie qui est apportée par le laser ou par le faisceau d'électrons transforme la poudre en liquide et comment le liquide se solidifie et quelle est la microstructure qu'on obtient. Ça, c'est l'échelle du bain de fusion. Ensuite, on a l'échelle du cordon, c'est-à-dire je déplace le laser ou le faisceau sur quelques millimètres et puis je regarde qu'est-ce qui se passe. Et puis après, les modèles macro où je regarde sur une pièce ses déformations et les contraintes résiduelles. Donc, quelques exemples. Donc, ici, un exemple de simulation micro-géométrique. Donc, en fait, cette chose-là qui fait à peu près... donc ça, c'est ESI qui a développé un programme qui est performant, mais pour simuler 2 mm² à l'échelle du bain de fusion, ça, c'est 4 jours de calcul. Okay, donc, au départ, j'ai de la poudre, et puis la poudre fond, et puis elle se solidifie, et on calcule tous les changements de phase, on prend en compte la chaleur liée au changement de phase, enfin l'enthalpie. On prend un système physique très très réaliste, et c'est 4 jours de calcul pour 2 mm². Et sur une pièce de 50 mm par 50 mm par 50 mm, il y a 63 km de cordon. Donc vous imaginez qu'on ne pourra pas simuler les 63 km en question. Donc ça veut dire qu'il faut faire des simulations à chacune des échelles et transférer les résultats pour les homogénéiser à une autre échelle. Là, vous avez les simulations à l'échelle du cordon. Donc ça, c'est une simulation qui a été faite par l'école des mines, le CMF, le Centre des matériaux. Et donc vous voyez ici, alors c'était une animation, mais je l'ai pas, ça ne s'anime pas dans le PowerPoint, mais globalement, vu de dessus, voilà la trajectoire du spot laser. Ça, c'est le bain de fusion. En blanc, ici, c'est la limite entre la poudre au-dessus et le solide en dessous. Donc vous voyez déjà qu'à chaque fois qu'on déplace le laser ou le faisceau d'électrons, on revient refusionner 4 à 5 couches inférieures. Donc c'est-à-dire qu'il y aura un cyclage comme ça tout au long du procédé où une couche, elle va être sous forme liquide, solide 4 à 5 fois pendant le procédé. Et on voit les différentes échelles de température, les changements de phase liquide-solide et solide-liquide. Et ça, c'est pareil, c'est 2-3 jours de calcul pour faire 5 cm de cordon. Et puis ici, une simulation d'un logiciel industriel, en l'occurrence ici MSC Software, mais à peu près tous les logiciels savent faire ça, c'est-à-dire la simulation macroscopique de la déformation et du calcul des contraintes résiduelles. Okay, et moi, je ne suis pas spécialiste de la simulation, mais ceci, en fait, est calculé par homogénéisation des résultats qu'on a calculés à l'échelle précédente, en fait. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'aller plus vite. Et donc, il y a beaucoup de travaux autour de la réduction de modèles. On en a parlé avec des gens de l'IRT, d'utiliser ces méthodes pour pouvoir aller plus vite, quoi. Parce qu'on ne pourra pas avoir une chaîne optimisée entre stratégie de lasage, construction de la pièce et contraintes résiduelles ou microstructures si ça doit durer 2 mois. Donc, il faut vraiment qu'on avance sur les temps de simulation. En ce qui concerne le contrôle du procédé, donc il y a aussi des enjeux sur le contrôle en temps réel, c'est-à-dire est-ce qu'on peut piloter la machine qui fabrique la pièce grâce à la mesure, c'est-à-dire que je suis capable de mesurer les caractéristiques et quand je vois qu'il y a une dérive de ces caractéristiques, je modifie le pilotage de la machine en temps réel. Ça, c'est un enjeu, donc ça passe aussi par la mesure in situ. Qu'est-ce que je peux mesurer avec quel instrument ? Est-ce que avec des caméras thermiques, dans le visible, dans l'ultrason, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc grâce à ça, on peut aussi optimiser donc, le procédé. Et puis enregistrer, l'objectif c'est aussi d'enregistrer tous les paramètres machine. Parce que comme en ce moment on ne sait pas trop ce qu'on fait, l'idée ça serait de dire je conserve tout, comme ça si une pièce dans 20 ans dans un avion vient à céder, je pourrais peut-être revenir en arrière et voir en quoi le process a eu un impact sur la résistance mécanique de cette pièce-là. Comme pour l'instant on n'a aucune certitude, comme on ne sait pas, quand on ne sait pas, on enregistre tout et on verra plus tard quand on saura ce qu'on pourra faire de toutes ces données.
Donc voilà, on va faire du contrôle du procédé de temps réel, faire de la mesure in situ. En ce qui concerne le contrôle non destructif, donc c'est aussi un enjeu, c'est qu'on ne pourra pas, c'est un procédé où on arrive à faire des formes très fines, des formes intérieures qu'on ne pourra pas aller mesurer avec une machine tridimensionnelle, avec un palpeur à contact ou un palpeur sans contact. Donc on doit utiliser des procédés de contrôle qui sont intrusifs, comme la tomographie, sauf que la tomographie, donc là vous avez un exemple de cette pièce-là, ici est contrôlée, donc elle est la CAO, la pièce est fabriquée. Ici elle est reconstruite, donc en fait c'est la tomographie, c'est pareil, on fait les tranches, on reconstruit en 3D. On voit des choses, les parties intérieures de la pièce, il y avait des canaux de refroidissement, etc. On voit les porosités et on voit la comparaison ici entre les déformations géométriques entre la pièce mesurée et la pièce initiale. Sauf que la tomographie, un tomographe, ça coûte 1 million d'euros et puis ça coûte, c'est à peu près 10-20 heures de mesure d'une pièce pareille. Donc on n'a pas forcément les moyens d'avoir cet instrument de mesure et le temps de contrôler les pièces. Donc il faut développer des méthodes de contrôle non destructif avec des temps d'acquisition qui sont faibles ou sacrifier des fois certaines pièces pour aller faire des tranches et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors je voulais revenir à la chaîne numérique maintenant, c'est que si on refait toutes ces étapes-là, on va donc entre la CAO et le maillage avoir un modèle géométrique. Entre le maillage et la partie FAO, on échange des fichiers STL, AMF ou 3MF, qui sont les formats les plus utilisés. On en déduit, donc supportage stratégie, ça veut dire qu'on va envoyer un fichier XML qui contient les trajectoires du laser à la machine. On a caractérisé nos poudres, donc on sait est-ce qu'elle est satellite, quelle est la taille moyenne, la répartition gaussienne ou pas de la taille de la poudre. On fabrique une pièce. La machine peut nous fournir un fichier log, c'est-à-dire 20 heures de fabrication, on a 20 heures de variation de paramètres machine. Donc ça, déjà, ça fait des gigaoctets de données. Et une fois qu'on a fabriqué la pièce, on la caractérise. Et en fait, l'idée, c'est d'enregistrer toutes ces données-là dans une base de données pour pouvoir faire de l'apprentissage statistique. Parce que comme on ne sait pas bien, notamment ici, il y avait la partie simulation, comme on ne sait pas bien, d'ailleurs j'ai dû la remettre parce que la simulation, on va la conserver aussi. Comme on ne sait pas bien maîtriser le procédé, une façon de trouver le lien entre les défauts qui vont apparaître là avec la matière brute qui est ici, la stratégie qui est là et les paramètres machine au cours du temps, c'est une façon d'apprendre, de créer un lien finalement entre est-ce que j'ai choisi la bonne stratégie, est-ce que la machine a été performante pendant toute la durée, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes de puissance laser, des problèmes de déplacement, de vitesse de déplacement des miroirs, etc. pour finalement apprendre ce qu'on ne sait pas. Okay, donc ça, c'est un terrain sur lequel on voudrait aller à l'IRT pour faire un peu d'apprentissage. Il y a des choses qui commencent à exister, des logiciels où on peut stocker nos résultats de caractérisation de poudre de la pièce et puis aller interroger le fichier log pour voir s'il y a un lien entre les différents paramètres. Voilà, donc le temps passe vite. Je vais vous parler maintenant de trajectoire, parce que c'est plus ma spécialité. Comment on va pouvoir lier la trajectoire avec les simulations et la commande numérique. Donc d'abord sur les trajectoires 2D sur lit de poudre, et puis après on verra sur le procédé 3D. Donc le problème, que je vous l'ai dit, c'est en 2D, c'est la présence de contraintes résiduelles et de la déformation des pièces. Donc ça, c'est lié au gradient thermique, c'est-à-dire qu'on a des stratégies de lasage, des formes de pièces qui font qu'il va y avoir spatialement des gradients thermiques importants qui vont faire que la pièce, elle va se déformer au chauffage et au refroidissement, elle va se déformer dans l'autre sens et on va créer des contraintes résiduelles. Donc ensuite, soit ça pose un problème pour la tenue de la pièce, soit ces contraintes, parce qu'on va faire les opérations de parachèvement, elles vont se libérer. Donc c'est assez problématique. Donc déformation de la pièce, diminution de la résistance mécanique et risque de fissuration. Ça, c'est les risques et les effets qu'on veut éviter. Donc il y a beaucoup de paramètres qui influencent les propriétés des pièces. Donc on ne va pas lire tout le diagramme, mais globalement, nous, on va se placer là dans la partie méthode et notamment sur la stratégie de remplissage ou de lasage. On ne va pas parler d'orientation de pièces, d'épaisseur de couche, de balayage, juste on va regarder, on va analyser les différentes stratégies et en quoi elles influencent la répartition de température. Donc, au cours du procédé SLM, en l'occurrence, ici, on ne parlera pas de BM. Donc, on va voir comment l'énergie apportée par le laser est consommée ou perdue. Donc, il y a d'abord une partie de l'énergie qui va être réfléchie par la pièce, et celle-là est perdue pour toujours.
Et même avant qu'elle soit réfléchie par la pièce, comme le procédé crée des fumées dans l'enceinte, même s'il y a un gaz neutre qui protège, etc., et qu'il y a une ventilation, il y a quand même des risques, enfin il y a souvent de la fumée, ce qui fait que ça absorbe une partie de l'énergie du laser. Donc ensuite, il y a une partie qui est finalement absorbée par la matière. Elle va servir soit au changement de phase, donc pour rendre la pièce liquide, la poudre liquide, soit transférée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas participer au changement de phase, mais par contre, elle va être transférée par conduction, par convection ou par rayonnement. Donc par conduction vers le reste de la pièce, aux alentours, la partie solide ou la partie poudre, et on verra que ce n'est pas pareil, et puis les pertes par convection et par rayonnement. J'ai une question. Oui. Ce gaz, c'est la vapeur qui entoure la pièce, ne produit pas aussi une diffraction, ou une dispersion du faisceau aussi Ça peut, oui, je pense. Moi, je ne suis pas spécialiste du laser, mais je pense que oui. Parce que ça pourrait être que du gaz, mais il y a aussi de la poussière. Je pense que c'est aussi, il y a des grains de poudre qui sont. Il y a ce qu'on appelle du splitting, c'est-à-dire qu'il y a des éjections de poudre au niveau du bain. Là, c'est vrai que c'est de la poudre, et d'un coup, un laser arrive relativement puissant. Il y a des éjections de poudre et de liquide. Et ça empêche aussi l'accès du rayon laser. Et effectivement, est-ce que c'est de la diffraction? Je ne sais pas, mais il y a des pertes. Enfin, le fait, c'est aussi pas seulement une perte, mais aussi une dispersion qui peut aussi atteindre le point peut-être n'est pas si précis, si concentré. Alors, on arrive à maîtriser le diamètre. Si on arrive à maîtriser le diamètre, après, ce qui est difficile, c'est de maîtriser l'acoustique, c'est-à-dire est-ce que j'ai une répartition gaussienne de l'énergie dans mon laser ou type top hat, enfin rectangulaire. Ça, je pense que la taille du spot, ça, c'est maîtrisé, c'est pas un problème. C'est pas le gaz ou les fumées qui vont faire que le faisceau va diverger et devenir plus gros ou plus petit. Ouais. Globalement, entre la pièce et la vitre, il y a environ 60 cm, 600 mm. Je parlais en millimètres. Il y a à peu près 600 mm de distance entre là où il y a la vitre qui protège la tête de scanning et là où il y a la pièce. Ça donne une idée de... alors en faisceau d'électrons, oui, il y a un risque, plus c'est long et plus le faisceau il a tendance à s'écarter par contre. Autant le laser, on arrive à le laisser cylindrique, si j'ose dire, mais le faisceau d'électrons a tendance à diverger. Je voulais juste vous dire quelque chose qu'il faudrait laisser Christophe terminer un peu et réserver les questions à la fin parce qu'on ne peut pas réussir à finir, mais on a un temps comme ça. Merci. Donc voilà quelques lois de thermique. Donc les phénomènes physiques qui interviennent, la conduction, ça va être le principal phénomène, donc avec la loi de Fourier. Sachant que la conductivité de la poudre, elle est globalement 100 fois plus petite que la conductivité du matériau solide. Donc la poudre serait plutôt considérée comme un isolant. Et a priori, il n'y a quasiment pas d'échange avec la poudre. Donc ça, c'est un point important pour les stratégies de lasage. Ensuite, on va avoir la convection et le rayonnement. Et donc, on peut, dans la plupart des cas, assumer que la convection et le rayonnement sont négligeables devant la conduction dans le solide, voire même dans la poudre. Donc voilà comment ça se passe quand il y a le transfert de chaleur. Donc là, c'est vu, cette ligne-là, c'est vu sur la tranche et ça, c'est vu de dessus. Donc c'est un exemple avec d'abord les couches précédentes ont été ici solidifiées. On part de là et on va faire un segment. Donc durant ce segment-là, on va avoir de la conduction dans les couches qui ont été solidifiées, ici en rouge, mais quasiment pas dans la poudre. C'est pour ça qu'on a des petites flèches plus petites. Donc, comme je l'ai dit, là, on a fait ces 3 couches qui sont environ 3 couches qui sont lasées dans l'épaisseur. On avance et puis au fur et à mesure, on fait plusieurs lignes. Et donc, on aura toujours plus de chaleur qui partira vers les lignes qui ont été lasées précédemment, donc vues de dessus, que vers l'avant. Et ça a une influence aussi sur la stratégie de balayage de notre pièce. Donc là, quelques exemples de stratégies qui sont utilisées pour le remplissage. Alors les plus classiques, c'est ces deux-là. En l'occurrence, c'est la stratégie de remplissage en zigzag. Alors la plupart du temps, tout de même, on va d'abord faire le contour, parce que le contour délimite une zone, et ça va permettre de mieux gérer les bords. Donc la plupart du temps, on ne fait pas le balayage, le remplissage, et ensuite on fait le contour. On fait d'abord le contour et ensuite on remplit.
Donc les trajectoires de type zigzag, où on voit les inconvénients. Ici, sur un échantillon, vous voyez des fissurations qui ont lieu là où on revient, parce qu'on verra tout à l'heure sur la thermique que, en fait, on a beaucoup plus de chaleur ici, puisqu'on s'arrête. Le laser, il se déplace à 3 mètres par seconde. Il ne pourra pas, comme vous dans votre voiture, prendre un angle droit à 3 mètres par seconde. C'est cinématiquement impossible. Donc, la plupart du temps, on s'arrête. Et si on s'arrête, ça veut dire que localement, on va apporter plus d'énergie. On fait un petit déplacement. Donc voilà, le problème de cette stratégie, c'est que localement, on apporte trop d'énergie et ça se voit dans le résultat. Et puis après, les stratégies de remplissage au contour, donc de l'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse, on verra tout à l'heure l'impact que ça peut avoir. Globalement, voilà, on homogénéise davantage, a priori, la distribution des contraintes thermiques et après mécaniques, mais on va le voir que ça pose un problème de surchauffe au centre, parce que quand on va de l'extérieur à l'intérieur, on bloque la chaleur au milieu. D'autres stratégies un peu plus hétéroclites, les trajectoires fractales. Donc ici, voilà, typiquement, on utilisait il y a un certain temps, on les utilise aussi en polissage dans d'autres procédés. Les remplissages alternatifs, c'est-à-dire que suivant les couches, on va alterner, mais ça, on le fait toujours. C'est-à-dire que même si on fait du zigzag dans un sens, du plan parallèle en zigzag dans un sens, dans les deux sens, à chaque fois, l'expérience montre qu'il faut alterner chaque couche. Il faut mettre un angle d'environ 35 degrés entre chaque couche. Ça, c'est les résultats empiriques. Il y a les stratégies en damier. Voilà, où ici, on va venir remplir différentes zones dans différents ordres. Ce n'est pas forcément celle-ci après celle-là, ça peut être celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Ici, on a des trajectoires qui sont toujours linéaires mais séquencées. Au lieu de faire de 1 à 8, on va alterner et laisser du vide et revenir par la suite. Ici, les stratégies en nid d'abeille. Et puis ici, des trajectoires point par point. C'est-à-dire que là, les machines Renichou, elles fonctionnent comme ça. Elles ne lassent pas sur toute la longueur, mais elles flashent, elles se déplacent, elles flashent, elles se déplacent, elles flashent. Donc c'est vraiment point par point. Et donc, on a développé un logiciel. Alors, je ne peux pas vous dire comment il fonctionne, parce que je n'ai pas le droit, parce que c'est un projet confidentiel. On a développé un logiciel qui permet de simuler la température dans la pièce, en 2D, dans chaque couche, qui est un modèle extrêmement simple, parce qu'on ne voulait pas avoir un modèle thermique par élément fini qui va prendre des heures de calcul. Donc là, on a fait un modèle qu'on est en train de valider d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Mais l'avantage, c'est qu'on peut simuler, ici, ce n'est pas grand. Hein. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, le rayon laser, il fait 5 centièmes de diamètre. Là, on simule ici 1 mm². Bon, ça prend quelques secondes. Mais simuler une pièce qui fait 400 mm par 400 mm avec un laser de 5 centièmes, vous voyez qu'il y a beaucoup de passes à simuler. Donc, je ne sais même pas si c'est un intérêt de le faire à l'échelle de la pièce et s'il ne faut pas le faire localement, là où on voit qu'il y a soit parce que la trajectoire change de sens, soit parce qu'il y a un motif sur la pièce qui est particulier. Donc là, vous voyez l'influence de la température sur une trajectoire zigzag. Donc en fait, on part dans un sens, on part d'ici, et puis à chaque fois, on tourne. Donc on voit, comme sur les pièces précédentes où ça s'était fissuré, on voit qu'on va avoir des températures maximales qui vont être plus grandes justement là où on fait nos allers-retours. Ici, une trajectoire spirale de l'extérieur vers l'intérieur. Et le problème, c'est qu'on va emprisonner la chaleur au fur et à mesure. Et on arrive à avoir des chaleurs beaucoup plus grandes, des températures beaucoup plus grandes au centre que sur les bords. On voit aussi ici qu'il y a des accumulations de chaleur parce qu'il y a des changements de direction. Et donc, localement, ça veut dire qu'on apporte plus de chaleur. Et puis là, c'est aussi de la trajectoire spirale, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Et la température maximale est plus petite. Ce qu'on voit là, c'est la température maximale atteinte par chacun des points. C'est une photo c'est pas à un instant T, on prend la température max de chacun des points du maillage qu'on traite et puis on fait la photo de ça. On a aussi des figures où on voit plutôt le gradient de température, c'est-à-dire spatialement la différence entre la température d'un point et son voisin ou du voisinage, mais ça je ne peux pas vous en parler. Voilà d'autres exemples, on parlait des trajectoires fractales tout à l'heure, voilà ce que ça donne, les températures max sur les fractales. Comme on est toujours en train de changer de direction et faire des petits motifs, on accumule beaucoup plus de chaleur. Ici, vous avez la carte de température d'une trajectoire point par point, où on voit qu'on atteint des températures relativement faibles. Je ne sais même pas d'ailleurs si on doit être à plus de 800 degrés, comme c'était la simulation pour de l'aluminium. Il faudrait au moins qu'on dépasse les 650 degrés, sinon on ne va pas fusionner. Et puis la stratégie en damier, où on voit que là, on va avoir une hétérogénéité, notamment aux frontières entre les damiers. J'oublie que j'ai ça.
Donc, on a développé donc, au labo un logiciel de simulation thermique qui est à la fois simple et rapide, peut-être trop simple, donc on est en train de valider sa performance qualitative en ce moment en comparant avec des simulations de SI, et puis aussi de valider la partie quantitative, c'est-à-dire que quand on a trouvé qu'il faisait 1000 degrés, bah, effectivement, est-ce que c'est vraiment 1000 degrés ou pas 2000 ? Ça nous aidera pour... donc ça nous permet d'analyser l'influence de trajectoire sur la température et donc a posteriori sur les contraintes résiduelles et les déformations. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est faire maintenant la partie inverse, c'est-à-dire faire la synthèse de trajectoire, c'est-à-dire pour une carte thermique donnée, de retrouver quel motif de trajectoire on doit avoir pour garantir cette carte, et puis d'intégrer donc ça avec la simulation numérique dans la chaîne, numérique. Un autre aspect, décidément, un autre aspect qu'on va voir, c'est les aspects commandes. C'est comment, finalement, on pilote les têtes, comment la trajectoire est calculée et exécutée par la structure. Donc les problématiques, c'est de définir un modèle de la chaîne optomécanique avec défaut. On verra pourquoi, en l'occurrence pour la commande et la calibration de la machine. On a aussi un intérêt à définir des trajectoires qui sont cinématiquement admissibles, donc compatibles avec les caractéristiques des galvanomètres, c'est-à-dire de ne pas faire une forme que le galvanomètre ne pourra pas suivre. Et puis définir des lois de commande optimales, soit en temps ou en comportement dynamique, c'est-à-dire que soit en gros vous allez exciter la structure, mais vous irez très vite, mais il y aura des vibrations, donc peut-être un lasage moins performant, ou au contraire on prend le temps d'avoir des lois de comportement temporel qui sont plus douces, mais on perd du temps. Alors comment ça se passe au niveau de la chaîne optique? Donc on a prototypé une chaîne optique pour faire tous ces calculs. Donc ici on considère un système de balayage laser 2 axes. Si on regarde la figure du haut, si vous prenez 2 miroirs, donc actionnés par 2 galvanomètres, donc la source est à peu près ici, on envoie un rayon, ça se réfléchit sur les 2 miroirs. Le problème, c'est que ça va se focaliser selon une sphère. Alors nous, on a une pièce qu'on fabrique dans un plan. Donc pour pouvoir laser dans un plan, focaliser dans un plan, on met une lentille f θ. Il y a 2 solutions, soit vous mettez une lentille f θ et cette lentille corrige et elle va focaliser dans un plan. Le problème, c'est qu'elle chauffe, elle se déforme, donc on peut avoir des dispersions après dans la trajectoire du laser. Soit on va avoir quelque chose en amont, un 3e axe qui va modifier la distance focale au fur et à mesure qu'on se déplace. Donc cette fois-ci, on aura une machine à 3 axes, 2 galvanomètres, un système ici de focale, et il faut varier la focale sans arrêt pour qu'on puisse laser dans un plan et pas sur une sphère. Donc là, on va regarder ce qu'on a fait sur un prototype donc, à 2 axes avec une lentille f θ. Donc voilà à quoi ça ressemble en CAO. Donc on a ici, c'est tout bête, hein, on a ici, ça s'achète dans le commerce. On voit ici le bloc avec les 2 galvanomètres. Donc ça, c'est un bloc qu'on achète tout fait, qui se monte sur ce système sur lequel on met la lentille f θ. Il doit y avoir une vitre ou 2 dans le système. Et puis ici, un petit support pour mettre, nous on fait des essais sans puissance parce qu'il faut avoir un environnement sécurisé quand même pour se servir d'un laser de 500 watts. Donc nous là on utilise ça, hein. En gros, voilà, ce qu'on fait c'est ça. Donc voilà le système en vrai. Donc voilà, on a un pointeur laser et on va bien faire les trajectoires sur un plan de travail. Donc l'idée pour nous c'est qu'on va créer cette chaîne de commandes à l'aide de matériel de prototypage type MATLAB Simulink et des cartes d'espace, ou comment envoyer les consignes et réceptionner les positions de notre système. Et donc la difficulté, l'objectif, c'est de relier l'espace des tâches à l'espace articulaire, c'est-à-dire que vous commandez le système avec des angles ici, θx et θy, et nous on veut se déplacer dans le plan suivant x et y, et on veut se déplacer à 3 mètres par seconde. Ce qui veut dire qu'il faut faire cette transformation relativement rapidement. Donc, on a créé un modèle, il n'est pas compliqué, je vais passer vite. Hein. Globalement, on va avoir des matrices de changement de repères, etc. Des lois optiques qui permettent de faire la réflexion sur les miroirs, traverser une vitre, traverser du vide, traverser une vitre, traverser de l'air, et puis atteindre le plan. Donc, des lois d'optique géométrique relativement simples, on n'est pas dans l'optique ondulatoire. On obtient ce genre de modèle. Donc là, le modèle géométrique direct, comment à partir de θx et θy, je trouve x et y, et comment à partir de x et y, je trouve θx et θy. Donc ça, c'est un modèle nominal sans défaut. Le modèle direct se calcule assez facilement, c'est-à-dire que la formule analytique n'a pas besoin d'être résolue, c'est un système qui est relativement simple. Donc ça, on peut le faire rapidement. Le problème, c'est qu'on n'en a pas souvent besoin.
Celui dont on a besoin, c'est le modèle inverse. C'est comment, à partir du programme qui décrit la trajectoire dans le plan XY, je trouve θx, θy. Et là, bon, le problème, c'est qu'inverser, résoudre le problème inverse avec une méthode type Newton-Raphson prend beaucoup trop de temps pour pouvoir piloter la machine à 3 mètres par seconde. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'étape de correspondance. Autant quand on a un robot anthropomorphe à 6 axes ou une machine 5 axes, l'espace de travail est tellement grand qu'on ne peut pas discrétiser l'espace 3D pour dire à cet endroit-là, il faut telle configuration articulaire. Dans un plan, ce n'est pas un problème, il y a beaucoup moins de données. Donc en fait, on a une interpolation cubique, bicubique, linéaire d'une table. Et comme ça, quand on est à un endroit, on sait ce que vaut θx, θy pour telle valeur de xy. Et ce que vous remarquez ici, c'est que ce n'est pas linéaire. Hein. C'est-à-dire que là, typiquement pour θx et θy, ici, pour θx constant, vous voyez le déplacement ici en y n'est pas le même. Alors, on le voit mieux sur le transparent d'avant. Voilà. Autant, on va avoir une variation de y qui est constante, et sur x, on voit que ce n'est pas linéaire. Donc ça, c'est un modèle nominal qui permet de piloter le système. Et puis, on a voulu ajouter des défauts. Dans ce tableau-là, on va passer rapidement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand monde qui a travaillé sur les défauts géométriques. C'est-à-dire que quand vous fabriquez un système, il n'est jamais parfait. La machine, elle est livrée, elle est fabriquée à un endroit, la tête de scanning est fabriquée ailleurs, elle a ses défauts, elle est assemblée, le plateau il est assemblé en bas. Il n'y a aucune chance que tout ça soit au nominal. Et comme on parle de spot laser de 5 centièmes, si au départ vous êtes trompé d'1/2 degré, vous avez orienté la tête, c'est fini, les 5 centièmes, ils sont perdus. Donc on a créé un modèle avec défauts. Donc en fait, on a mis des défauts dans tous les assemblages, dans l'orientation de toutes les pièces. Et donc, on a mis 30 défauts interaxes entre la source laser qui est là et puis la source laser qui arrive dans le plan focal qui lui-même est de travers. Donc, on met 30 défauts. Et en fait, on crée une base de défauts. Donc, l'idée, c'est d'après d'aller pouvoir calibrer la machine, donc faire une mesure in situ ou pas. Donc, on fabrique une pièce. Je ne peux pas vous dire trop comment on fait avec nos partenaires, mais globalement, on arrive à mesurer là où on tire. Donc la première fois, vous n'avez pas calibré, vous pensez taper en 0,0 et si tout va bien, vous tapez 1 cm plus loin. Si tout va mal, vous tapez dans le mur à côté, quoi. Ça c'est un peu leur problème. Donc voilà, au premier tir, vous tapez 1 cm à côté, vous faites des mesures. On fabrique, on fait quelques motifs particuliers, on prend des photos, on fait ce genre de choses. Et on arrive à retrouver les défauts et à projeter ces défauts sur notre base de 30 défauts. Et comme ça, on sait finalement quels sont les réglages à faire sur la machine, soit physiquement, soit numériquement, pour être sûr d'atteindre le bon point, de telle sorte qu'à la deuxième calibration, quand vous visez 0,0, vous êtes à 1/10, vous n'êtes pas à 1 cm. Donc ça, c'est important parce que sans ça, ça peut être des problèmes de décalage, et ça, à la limite, c'est pas grave. Si c'est un mode de décalage, on fabrique la pièce un peu plus loin, pourquoi pas, mais si on la fabrique en biais, etc., c'est vraiment plus compliqué. Donc ça, c'était pour la calibration et pour la commande numérique, parce que pour pouvoir calculer les consignes des actionneurs, il faut avoir cette table avec défaut, si on veut les compenser numériquement. Voilà, donc on a développé un modèle géométrique avec et sans défaut pour le pilotage de la machine et pour la calibration de la machine avant fabrication. Donc ce que vous voudrez maintenant, c'est intégrer cela dans une commande numérique ouverte et générer les trajectoires qui soient cinématiquement admissibles. Alors pour finir, je vais vous parler d'un projet qu'on va monter avec l'IRT, qui est lié donc au dépôt sous énergie concentrée. Je vais vous remettre rapidement, si je clique, ça marche, pour que vous compreniez. Ça, c'est une machine particulière, c'est une machine de dépôt, donc, de dépôt 3D qui est hybride, c'est-à-dire que sur la même machine, on fait la fabrication additive et on va faire l'usinage. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la machine BIM. On a la projection de la poudre et puis le laser qui vient faire fondre cette poudre. Donc on fabrique des pièces, on ajoute. Vous voyez que ça ne va pas super vite. Hein. Là, alors, ça doit être là du 5 mm par je ne sais pas combien en épaisseur. Donc on fabrique cette pièce-là, ça prend un certain temps et après il y a un échange entre la partie additive et on passe dans le soustractif, donc on usine. Donc là, c'est pour ça que ce procédé, il est intéressant pour les industriels, il est intéressant pour la réparation des pièces. C'est que quand, par exemple, une aube est abîmée, et on vient la placer dans la machine, on ajoute de la matière et puis on reprend l'aube. Donc ça a un intérêt, par exemple, pour Safran, pour la réparation et pour aussi regarder les possibilités de fabrication de pièces, de ce genre de pièces
en fabrication additive. Donc là, on a mis la matière exactement là où il fallait. On n'a pas des kilos et des kilos de copeaux qu'il faut retraiter, qui sont souillés, parce que ça a un certain coût quand même, toute cette matière qu'on doit recycler. Vous ne pouvez pas mettre vos copeaux souillés par l'huile de lubrification à la poubelle ou quoi que ce soit. Tout ça, ça a un coût qui représente 15 à 20%. Donc voilà, on fabrique différentes entités. Et donc, on a un projet qui s'appelle Conception des directives de fabrication, donc entre l'IRT, Safran, DP Technologies, qui est une société américaine qui fait de la recherche en fabrication additive à Grenoble, Spring Technologies, qui est une société française spécialisée dans la simulation d'usinage, l'ENS Paris-Saclay. Donc c'est un petit projet à l'échelle des projets de l'IRT, donc de 30 mois, d'environ 6 ETP pour 820 K €. Donc le contexte, c'est de définir les instructions de fabrication. C'est qu'à l'heure actuelle, la maturité des outils qui sont dédiés au LMD n'est pas suffisante. Je vous ai dit, l'ajout de matière tel que le LMD, ça existait il y a 30 ans en soudage, et ça ne s'est pas développé parce qu'on n'avait pas les outils numériques pour que ça se développe. Donc il y a un problème au niveau de la maturité des outils. Il n'y a aucune expertise ou quasiment pas d'aide à la décision. Est-ce que je vais ajouter la matière plutôt dans un sens, plutôt dans l'autre, et pourquoi? On n'a pas de retour là-dessus. Et puis, on voudrait faire des simulations des trajectoires pour validation. À l'heure actuelle, les simulations, c'est de l'ordre 0, c'est-à-dire vous dites que vous ajoutez de la matière selon une droite et vous empilez, il y a les petites cubes qui vont s'ajouter, tout bêtement, indépendamment des paramètres du process. Nous, ce qu'on voudrait, c'est faire un lien entre cette simulation et les paramètres procédés, et notamment sur la vitesse de parcours, puisqu'on sait très bien par l'expérience qu'on a en usinage qu'on n'aura jamais une vitesse de parcours constante, que dans les coins, ça se passera mal. Et donc, si on ne change pas la paramétrie, on n'aura pas une épaisseur de mur qui sera constante. Et quand vous en empilez des centaines, voire des milliers, au bout d'un moment, la pièce elle a une forme qui n'est pas celle que vous avez prévue. Donc on voudrait pouvoir simuler cette partie-là. Donc l'objectif, c'est de simplifier la phase de préparation pour faciliter son intégration dans l'environnement de production, donc pour aider les gens qui programment ces pièces-là, parce que pour l'instant, ils détournent des logiciels qui sont là pour l'usinage. Comme ils ne savent pas si ça va bien se passer, ils lancent le job et puis il y a quelqu'un qui regarde. Et puis si au bout de 20 heures, on s'aperçoit que ça ne marche pas, on recommence. Voilà, c'est ce qu'on faisait il y a des années dans d'autres procédés et on voudrait profiter de tout ce qui est numérique maintenant pour passer moins de temps à faire ça. Donc l'idée, c'est prédire à partir du code ISO, donc des trajectoires, les temps de construction, ça c'est important, en tenant compte de quelle machine on a devant nous et quelle commande numérique pilote cette machine, de prédire les zones de risque d'accumulation de matière ou le manque de fusion lié à la trajectoire, puisque typiquement, si on ralentit, ça veut dire qu'il y aura des porosités. Simuler l'ajout de matière à l'ordre 1 en tenant compte des paramètres et éviter les collisions, donc c'est-à-dire à partir d'une stratégie, du code ISO, de la connaissance des caractéristiques de la commande numérique et puis des vitesses possibles de la machine. On analyse tout ça et on en déduit les temps d'usinage et on en déduit aussi localement des vitesses de parcours. Et puis ce qu'on voudrait, c'est justement en déduire des épaisseurs et des formes de cordons qui ont été fabriqués pour vérifier si ça correspond à ce qu'on veut. Et de pouvoir faire la synthèse ensuite et donc d'optimiser la trajectoire selon le critère. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est l'économie de poudre? D'avoir un retour et de faire l'inverse, donc le chemin inverse. Donc à partir des exigences en termes de temps, en termes de qualité, et on donne pour une machine et une CAO donnée, on déterminerait les meilleures trajectoires de lasage, enfin pas de lasage puisqu'on est en LMD, les trajectoires de dépôt, donc trajectoire, vitesse, puissance et débit de poudre. Donc sur une machine, on peut facilement jouer sur la trajectoire, parce que ça c'est numérique. La vitesse, on a des modèles qui décrivent, donc ça viendra de l'ENS Paris-Saclay, en l'occurrence des vitesses de parcours des systèmes polyarticulés. La puissance, on peut la changer du laser. Par contre, le débit de poudre, ça, on ne peut pas le changer. C'est-à-dire que le temps de réponse de la variation de débit de poudre est beaucoup trop lente pour se dire, tiens, je ralentis, j'amène moins de poudre, ou j'accélère, j'amène plus de poudre, pour avoir toujours un volume de matière déposé constant. Les systèmes de distribution, les distributeurs de poudre n'ont pas des temps de réponse qui sont compatibles avec ça. Donc voilà, il y a une très grande diversité des structures de machines. Donc là, vous avez une machine BIM, telle qu'il y en a une à l'école polytechnique et chez Safran, avec une certaine commande numérique qui pilote cette machine. La machine dont je vous ai parlé, qui est hybride, à la fois additif et soustractif. Une autre machine allemande d'une autre marque. Et puis ici, un robot anthropomorphe avec une autre commande numérique. Donc si on veut étudier la partie cinématique, il faut tenir compte de toutes ces structures et du comportement des algorithmes qu'il y a dans toutes ces commandes numériques. Donc ça, on verra qu'on sait faire. Il y a aussi une diversité des logiciels de fabrication, mais peu de fonctionnalités. Disons que celui qui serait le plus avancé, c'est NX, donc de Siemens,
où on fait de la simulation typiquement ici à l'ordre 1. Mais bon, on ajoute de la matière et on pourra s'en servir comme modèle pour après faire les opérations de finition. On trouvera d'autres logiciels, mais vraiment très peu de fonctionnalités, mis à part de faire un dessin qui montre comment se déplace, une animation pour montrer comment se déplace la buse par rapport à la pièce et éviter les collisions ou voir qu'on est en dehors des courses de la machine, enfin des choses assez simples. Je vais vous passer ça, parce que je pense que ça fait déjà 1 heure que je parle. Ça, c'est pour vous montrer qu'on a un modèle. Je vous passe les équations. C'est les équations de cinématique relativement simples. On a un modèle qui permet, c'est dans le cadre de l'usinage que ça a été développé, et c'est pareil en fabrication additive, puisqu'on va utiliser les machines 5 axes. Donc ici, vous avez l'exemple d'un compresseur où on va usiner ces différentes aubes en usinage. Et le problème, c'est qu'on voudrait l'usiner à une certaine vitesse. Donc on imagine qu'on voudrait déposer la matière à une certaine vitesse, si on fait le parallèle. Et on va voir que ce n'est pas possible. Donc une structure de machine 5 axes, c'est 3 axes de translation et 2 axes de rotation. Donc les 3 axes de translation permettent par exemple de déplacer la broche. Et puis la pièce, elle peut tourner avec les 2 axes de rotation. Et en fait, si on fait le bilan de toutes ces contraintes cinématiques, et vous pouvez faire l'analogie à chaque fois, vous, dans votre voiture. Vous avez une vitesse maximum. Quand vous faites un virage, vous pouvez le prendre à une vitesse maximum, sinon vous sortez de la route. Donc il y a des contraintes de vitesse, d'accélération et de jerk, donc la dérivée de l'accélération, qui sont à prendre en compte si vous voulez suivre une trajectoire. Donc là, vous avez toutes les contraintes qui viennent de l'axe X, qui sont traduites en termes de vitesse d'avance. Si vous allez plus vite que ça, c'est juste pas possible. Donc la limite liée à X, les limites liées à Y, les limites liées à Z. Donc ça, c'est tout le modèle que je vous ai passé avant, à A et à C. Et là, en vert, s'affiche la vitesse réelle mesurée par la machine, sur la machine expérimentalement. Donc on a programmé 5 mètres par minute. En réalité, avec toutes ces contraintes, la vitesse réelle ne pourra jamais dépasser ces contraintes-là. Donc ça veut dire que si vous voulez laser, par exemple, je dis une bêtise, à 5 mètres par minute, ça ne marchera pas. Si vous voulez laser à 2 mètres par minute, de temps en temps, vous serez à 2 mètres. Mais quand vous serez à 1 mètre, si vous envoyez le même volume de poudre, ça va poser un problème. Donc ici, typiquement, si on veut être à vitesse constante pour déposer la matière pour faire cette aube, il faudrait qu'on soit à 1,5 mètre par minute. Sinon, il va falloir jouer sur un autre paramètre, tel que la puissance, pour moduler le fait que la vitesse change. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait intégrer dans le projet CDF. Donc voilà, c'est un outil qui permet d'analyser la vitesse d'avance, de détecter les zones de ralentissement. On pourra lisser, c'est-à-dire qu'on pourra après revenir sur la trajectoire. On peut calculer les temps de construction sans interpoler toute la trajectoire. Et on peut le faire pour un robot, une machine 5 axes, peu importe. Et au niveau du dépôt de matière, on a commencé à travailler dessus, et surtout Timothée. Donc d'avoir un modèle de dépôt de matière qui soit un peu réaliste en fonction du procédé. Donc là, c'est issu d'un article. Donc on voit ici l'empilement de plusieurs cordons. Et puis la corrélation dans cet article entre les différentes coupes et puis les cordons, la section des cordons qu'ils ont calculés. En fait, c'est une méthode qui fonctionne sur le fait qu'on dépose toujours un volume constant et que en 2D, on doit avoir une aire qui est toujours à peu près la même. Sinon, la matière a disparu. Donc là, c'est disproportionné en échelle, hein, c'est 10 fois trop haut en vertical qu'en horizontal. Donc voilà, on est en train de trouver des modèles qui soient relativement simples pour pouvoir simuler dans des endroits particuliers, parce que c'est toujours pareil, on va faire des kilomètres de cordons, on ne va pas simuler des kilomètres de cordons. Donc on voudrait simuler aux endroits où on pense que ça va mal se passer, là où il y a un coin, ça ralentit, ce genre de choses. Donc les risques à lever, c'est d'un point de vue des vitesses et de la cinématique, c'est est-ce qu'on a accès à tous les paramètres de toutes les machines, est-ce qu'il faut tester toutes les machines ou pas. Est-ce que le modèle de simulation peut fonctionner sans une compréhension, modélisation fine du procédé type thermomécanique? Si on commence à se lancer dans une simulation thermomécanique pour simuler la hauteur du cordon, on ne va pas y arriver, ça va être des années de calcul. Donc il faut que ce soit quelque chose d'analytique. Et puis, il y a plusieurs partenaires avec des logiciels différents, donc il va falloir faire un démonstrateur qui puisse s'intégrer après facilement dans les différents environnements numériques. Le planning, donc le projet a commencé au mois d'avril, il finira en 2019, en septembre. Une première partie qui est plutôt plan d'expérience pour la partie cinématique, et puis développement de la simulation. Et puis sur la fin, plutôt finir le développement de la simulation et la partie dans un deuxième temps, faire la synthèse de trajectoires, comment déterminer les trajectoires qui iront bien dans tel ou tel cas. Voilà, et je vais juste vous parler de ça, on va passer. Voilà, je vais vous parler de ça. C'est qu'en ce moment, en fait, l'IRT et l'Université Paris-Saclay et d'autres, je parle des deux qui me concernent directement, mais il y a plusieurs initiatives de fabrication additive. La première
que vous connaissez peut-être, c'est dans le cadre de FIT. Donc, il y a 4 IRT qui travaillent ensemble au sujet de la fabrication additive. Chacun a une spécialité. Le système X, ça serait plutôt la partie numérique. M2P, c'est plutôt les poudres. Jules Verne, c'est plutôt le procédé. Et Syntex, plutôt la partie mécanique, durabilité, etc. Et en fait, on essaye de se parler, de communiquer, de faire des projets communs de fabrication additive avec chacun sa spécialité. Un autre projet que j'ai porté au sein de l'Université Paris-Saclay, c'est une plateforme de fabrication additive avec plusieurs labos. Donc on est 16 labos de Paris-Saclay. Et cette plateforme, c'était le slide d'avant, cette plateforme, elle regroupe une tour d'atomisation qui est à l'ONERA, qui est un investissement de l'université dans un équipex, la machine de Polytechnique, une machine qu'on va acheter là, qui va être livrée au mois de décembre à l'ENS dans le cadre des projets IDEX. On a un centre de calcul, Centrale Supélec, ENS Paris-Saclay, pour faire de la simulation. On a un tomographe au LMT, pareil à l'ENS, qui est un équipex, MathMeca. Et puis on a différents systèmes de post-traitement, donc notamment des systèmes d'usinage, de traitement thermique, etc. Donc à l'Université Paris-Saclay, dans tous les établissements, on arrive quand même à avoir un certain nombre de systèmes qui permettent de couvrir tout le procédé depuis la fabrication de la poudre jusqu'à la caractérisation des pièces fabriquées. Et puis le projet qui est en train de se monter là, à une autre échelle, c'est ce qu'on appelle l'Additive Factory Hub, qui est porté en particulier par System X, par le LIST, par le CETIM, par Safran, Air Liquide, avec des partenaires académiques, où là on parle d'installer une structure avec une dizaine, à long terme avec une dizaine de machines, des gens qui sont là en permanence, et que chaque industriel puisse venir soit pour participer avec un projet ponctuel, soit pour adhérer à cette institution en tant que membre, payer une redevance et avoir à développer des projets de recherche, etc. Donc ça, c'est d'une ampleur supérieure et c'est en train de se monter, là, c'est en cours de montage. Voilà, j'ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop long. Là. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Est-ce qu'il y a déjà eu des comparatifs qui ont été faits entre des tests de RDM sur des pièces réelles et ce qu'on attendait d'elles? Ah oui, il y a plein de... Et du coup, ça a donné quoi? Est-ce que c'était inférieur ou est-ce que c'était... Mais ça dépend des pièces en fait. Si vous prenez une pièce qui a été fabriquée, qui a été forgée, où il y a du fibrage, où on sait que ça sera beaucoup plus résistant qu'une pièce faite en fabrication additive, parce que cet effet de fibrage, il n'existe pas en fabrication additive. Donc ça dépend de la pièce, ça dépend de sa fonction, ça dépend du matériau. Mais on n'arrivera pas à avoir les mêmes caractéristiques. On pourrait avoir les caractéristiques proches de la fonderie, mais par exemple, on ne l'aura pas proche de la forge, parce qu'il y a un problème métallurgique qui n'est pas le même. Mais est-ce que les pièces qui ont été faites par optimisation topologique, elles correspondent à un certain problème mécanique. Ouais. Et est-ce qu'au final, quand on fabriquait la pièce, on se rendait compte qu'elle répondait bien au... Oui, ça on sait. D'accord. Ouais. Okay. Donc elles ont résisté au... Ouais. Elles ont répondu au... Mais comme je disais, l'exemple que j'ai pris, c'est typiquement une pièce qui se cassera qui risque de se casser quand on l'usine, pas quand on s'en sert. Mais quand on s'en sert, ça tient. Ouais. Mais pour l'instant, dans l'industrie aéronautique, c'est pas des pièces de... Zodiac Aerospace fabrique des pièces en fabrication additive parce que c'est pour faire les sièges, c'est pas critique. On n'en est pas encore à faire des aubes de turbines monocristallines en fabrication additive, on ne sait pas faire. Donc c'est pas des pièces critiques. Tous les matériaux ne sont pas encore utilisables. Non, il y a peu on va retrouver du titane, c'est du TA6V ou quelques nuances, mais peu. On va retrouver de l'inconel, d'autres alliages base nickel, mais pas tant que ça. On va retrouver de l'alume et il y a peu de retours sur l'aluminium. On a beaucoup de retours sur l'inox. Voilà, pour l'instant, il y a peu de matériaux, mais en même temps, c'est des matériaux qui vont dans l'espace ou qui vont en l'air qu'on a étudiés. On ne va pas étudier un acier à ferrer les ânes parce qu'on ne va pas faire de pièces avec. J'ai une question, tout est orienté sur le métal. Alors là, on voit bien le business model là, de tous ces groupements, c'est tout métallique. Alors, pas forcément. Alors, nous, on est... nous entoure, il est quand même fait de plastique et c'est quand même dommage que... Mais en fait, dans ce projet-là, il y a des gens de Valeo probablement qui vont rentrer et d'autres pour faire du plastique. Il y a un constructeur de machines Prodway français qui fait des machines pour faire du plastique.
Le problème, c'est que pour l'instant, voilà, il y a plus de gens qui sont intéressés pour faire du métallique que du plastique. Il y a PSA qui voulait rentrer dedans et finalement, ils ne rentrent pas dedans parce qu'ils ne voient pas l'intérêt pour eux dans les applications qu'ils ont. Il y a eu une journée systématique fabrication additive il y a 2 mois. Il y avait un représentant de l'industrie automobile. L'investissement pour les 2 ou 3 ans à venir, je crois que c'était ridicule. C'était 1,5 million d'euros pour 3 ans. Et il y avait Renault, PSA, Valeo, Forestia, et ils investissent 1,5 million d'euros. Ils n'ont pas vu quel est l'intérêt pour eux encore de faire ça. Une question technique. Les galvanomètres là, dans le système, enfin, j'ai pas compris ce que ça fait sur l'orientation du faisceau. Cette image-là, ça va? Oui, mais en fait, là, c'est-à-dire que là, vraiment, c'est une question physique. Je n'arrive pas à faire le lien entre galvanomètre et... Donc le galvanomètre, c'est un... C'est galvanomètre avec un miroir. Au bout du galvanomètre, c'est un moteur. Le galvanomètre est une sorte de moteur. Et au bout du galvanomètre sur l'arbre, on a fixé un miroir. Donc le laser va se réfléchir dans le premier miroir, puis dans le second miroir de l'autre galvanomètre. Et en fait, ces 2 réflexions font qu'on peut balayer un plan. Tu as parlé, je sais plus sur Gabriel, de simulation d'ordre 1. Oui, à la fin, c'est-à-dire que nous, on voudrait, en fait, c'est ce qu'on a appelé, nous, la simulation d'ordre 1, donc on repart dans l'autre sens. C'est là. C'est qu'en fait, pour l'instant, les simulations d'ajout de matière, c'est ce qu'on a appelé dans le projet ordre 0, c'est-à-dire que peu importe la valeur de la vitesse d'avance, de la puissance du laser, du débit de poudre, à chaque fois, je mets un petit cube qui correspond à ce que j'imagine être la largeur et la hauteur du cordon. Et donc, je les empile. Si à un moment donné, la vitesse diminue, a priori, on devrait avoir un cordon plus bas et peut-être plus étalé. Et bien, cette simulation à l'ordre 0, elle ne te montre pas, alors qu'à l'ordre 1, on espère qu'elle va nous le montrer parce qu'on prendra le débit de poudre en compte, la puissance et la vitesse. Voilà, on prend en compte des paramètres physiques du procédé que ne prennent pas les simulations actuelles. Sous-entendu, il y aura d'autres ordres après Mais après, je ne sais pas. Est-ce qu'après, on s'apercevra qu'il faut mettre plus... On pourrait imaginer à l'ordre 2 d'intégrer de la thermique, mais ça serait encore plus long. Donc pour l'instant, ce n'est pas dans le projet. Et ça ne sera pas dans le projet, de toute façon. Et dans les prises en compte de la... C'est quoi le terme utilisé pour les caractéristiques? Je ne sais plus le terme qu'on utilise. Des poudres. Oui. Tu dis qu'il y a une réutilisation des poudres. Oui. Comment c'est possible de caractériser l'état des poudres quand elles ont été réutilisées? C'est pas, tout comme on les caractérise au départ, on les recaractérise après, parce qu'on les retamise, donc elles sont recyclées une fois, elles sont refabriquées, elles sont retamisées. Et il y en a une partie qui a peut-être été un peu fondue. Ah oui, oui. Et ça, malgré tout, Oui. ce qui m'étonne, tu vois, c'est que tu disais, on peut pas les réutiliser à l'infini. Voilà, à l'infini. Moi, je pensais que c'était par rapport aux caractéristiques physiques qui avaient été modifiées suite à une fusion partielle ou quoi. Ouais, oui, mais c'est ça. Sauf que manifestement, tu dis, quand on empile les couches, ça passe son temps à refusionner les couches du dessous. Oui. Donc ça veut dire que, et intrinsèquement, le travail notamment que tu fais, ça étudie les modifications qui ont lieu. Ouais. Donc pourquoi 5-6 fois alors que quand c'est fusionné, ça fait 200 fois? Parce que le problème, c'est pas tant de savoir quand on s'en resserre, savoir si elle était partiellement... Un grain ne sera pas partiellement fusionné. Soit il est fusionné, soit il ne l'est pas. Et en fait, c'est qu'on se retrouve avec de la poudre. Ne serait-ce que la poudre que... Effectivement, peut-être que la poudre qui est à l'interface pièce-poudre, celle-là, on peut se demander à quoi elle ressemble. Mais il y a quand même un tas de poudre à côté qui n'a pas vu le laser jamais, par contre. Ben, on ne trie pas. Enfin, oui, il y a un tri. Maintenant, est-ce que je sais si je vais... Une fois que j'ai mis tout ça dans le tamiseur, est-ce que ce que je récupère, c'était sur le bord ou près de la pièce? J'en ai aucune idée. Je ne le saurai jamais, ça. Mais par contre, on peut recaractériser cette poudre, tout comme on l'a fait la première fois. Et le problème principal, en taille, et puis même après, il y a la présence d'oxygène, après d'inclusion, et ça pose un vrai problème. Mais ça, il est possible d'exclure la poudre qui a été fusionnée par les grains qui ont été fusionnés? Je ne crois pas. Non. Ben, on va la tamiser, donc après, ce qu'on va faire en tamisant, c'est que peut-être s'il y a des agglomérats de poudre, ça va rester dans le tamiseur. Donc peut-être, si on a fait des petits tas qui n'ont pas adhéré à la pièce, mais qui sont restés ensemble en dehors de la pièce, ça va partir au tamisage, ce genre de choses. Mais
alors dans les essais, nous, dans les travaux de recherche qu'on veut faire, c'est qu'on veut, si on recycle, on veut voir à chaque fois, parce qu'on va prendre un matériau particulier qui est commercialisé, mais dont personne n'a utilisé en fabrication additive pour le moment. Donc ce n'est pas un secret, c'est un Laconel, c'est un alliage base nickel, c'est ce qu'ils appellent l'AD730, c'est une sorte d'Inconel en moins cher avec moins d'éléments nobles. Et ça, c'est pour l'industrie aérospatiale. Donc voilà, on va caractériser, et puis si on tamise, on recaractérise, et si on tamise 2 fois, on recaractérise pour savoir est-ce qu'on peut s'en servir 1 fois, 2 fois, 5 fois, 100 fois. Parce que la poudre, ça coûte quand même entre 100 et 200 € le kilo. Donc au bout d'un moment, on a envie de la réutiliser. C'est comme les premières imprimantes 3D, on avait ça à l'école, on avait une imprimante à cire avec des cartouches. La cartouche, elle a un code barre. Une fois que le code barre a été lu, si vous la percutez et que vous ne la finissez pas, elle va à la poubelle. Et de la même manière que sur une machine FDM, vous pouvez avoir vous pouvez récupérer du plastique, et vous ne le faites pas parce qu'on vous dit si vous remettez le plastique dans la machine n'est pas garantie. Donc les gens, en fait, ne vous tiennent pas tant par le prix de la machine, ils vous tiennent par les consommables. Donc au départ, les producteurs de poudre disaient non, surtout pas, vous ne recyclez pas. Ça ne va pas marcher. Si, ça marche. Mais ça, c'est leur gagne-pain. Là, ceux qui disent ça marche, parce que si jamais il y a de la poudre qui a été un peu modifiée physiquement, oui, c'est ça, qui est réintégrée, on peut, même voilà, on les recaractérisé, si elles se retrouvent dedans, ça peut entraîner des modifications. Oui, on est d'accord. Mais disons qu'au bout on peut faire avec le procédé de tamisage, on peut exclure et refaire 4-5 fois. Mais je te dis, le risque principal, c'est l'oxydation. C'est pas la taille et la forme, c'est l'oxydation. Parce qu'en fait, la poudre ne voit jamais le jour. Elle est dans un container, on la met dans la machine, c'est transféré. Donc déjà, pour des raisons métallurgiques, il ne faut pas qu'elle voie l'air, jamais. Et pour des raisons de santé, il ne faut pas qu'elle voie l'air non plus, jamais. Donc, Moi, j'avais une question sur les simulations thermiques que tu as évoquées. Alors, peut-être que je n'ai pas compris, mais le sujet dont tu as parlé du recuit partiel, en tout cas des couches inférieures, oui. Est pris en compte dans le calcul, là, précisément. Non. Et est-ce que la temporalité, est-ce que les températures des couches précédentes est intégrée dans le modèle? Non, et je sais, parce que physiquement, il faut se rendre compte que la pièce est solidifiée le bain de fusion, on se déplace à 3 mètres par seconde, c'est solidifié en 1 milliseconde. Donc après, il y aura un transfert de chaleur, c'est sûr, des couches précédentes, mais plutôt vers le bas, parce que c'est vers le bas qu'il y a la matière, alors qu'en haut, on ajoute de la poudre. Donc naturellement, ça ira plus vers le bas que vers le haut. Ça ira pas vers les bords, parce qu'en fait, la poudre fait une couche protectrice qui va empêcher la chaleur de partir. Mais ce modèle-là, c'est un modèle 2D qui ne tient pas compte de la chaleur qui vient d'en dessous. Et puis j'avais une autre question sur... tu as évoqué les sujets de d'apprentissage statistique, de machine learning qu'on pourrait avoir sur l'ensemble de la chaîne, c'était tout au début, tu en as parlé. On sait l'importance d'avoir un nombre d'échantillons important dans ce type d'approche. Or, le nombre de pièces fabriquées est très réduit. Oui. Donc, est-ce qu'on part vers l'idée qu'on pourrait faire quelque chose sur les parties de cordon? Tout à l'heure, tu disais 5, ça fait 63 km de cordon. Est-ce que finalement, on pourrait fenêtrer temporellement, spatialement sur ce cordon-là, et de ressortir les logs et la caractérisation de chacun de ces petits morceaux-là sur des zones particulières. Pour beaucoup d'échantillons de d'échantillons, finalement. Ça, on pourrait. Ou on ferait. Sinon, on va être confronté à un problème oui, ça va coûter une fortune de l'approximateur. Ouais, ça va être ça. Parce que surtout que ça va nous coûter une fortune. Là, en plus. Et en fait, moi, je pense qu'on devrait d'abord créer ce système, le faire fonctionner, le régler sur les pièces plastiques. Parce que ce soit plastique ou métallique, pour ça, on s'en fiche. Pour savoir comment on va chercher là-dedans les données relatives au lien entre le log et puis la caractérisation, etc., on n'a pas besoin de créer ça que dans le métal. Oui, ce que je veux dire, c'est que la partie caractérisation, il faudrait qu'on arrive à la faire avec une localisation très précise des défauts. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir non pas une caractérisation globale de la pièce, mais vraiment localisée, de manière à ce que les logs de fabrication à l'endroit de la localisation puissent être corrélés à la caractérisation du défaut local. Parce que sinon, on n'arrivera pas à mettre en place. Ah non, c'est sûr qu'il faut caractériser à des endroits où on connaît les paramètres log à cet endroit-là et à cet instant-là. Et la caractérisation mécanique. Ouais, au bon endroit. À l'intérieur de la pièce.
On peut. Si tu l'as découpé, Ouais, on peut faire. Ça peut être externe, interne. On peut faire externe, on peut faire ne serait-ce que géométrique déjà. Parce qu'une façon de calibrer une machine, typiquement, c'est de faire ça. Hein. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les défauts de la machine, on fabrique des pièces, on regarde fichier log là où le laser est passé, et on regarde la caractérisation géométrique, et puis on pourrait refaire une calibration par apprentissage. Typiquement. Ouais. Le problème, c'est de trouver la relation entre le log et le retour enfin, de la caractérisation de la pièce. Ouais. Oui, mais ça, c'est un métier. Hein. Moi, je ne le connais pas, mais il y a des spécialistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez montré là, sous votre stratégie là, les défauts. De défauts. Ouais. Et ça, c'est à mon avis, est-ce que vous avez essayé d'appliquer à la stéréolithographie? Ben, on pourrait à n'importe quoi. Parce que, à mon avis, le marché au nombre de machines est bien plus important en stéréolithographie que machine métallique. Oui, mais ça, on l'a fait dans le cadre d'un projet dans lequel on partage l'API avec des gens qui font du métal. Et voilà. Mais s'ils veulent se lancer dans le plastique et nous verser des royalties dans le plastique, moi, ça me va. Hein. Il n'y a pas de raison. Parce que savoir calibrer leur propre machine, ça leur permet de calibrer n'importe quelle machine. Donc, ils peuvent faire une société de service qui calibre les machines. Que ce soit du plastique ou du métallique, ça sera le même problème. Ouais. Moi, j'avais une question, une dernière peut-être, parce que peut-être que je suis obligé de finir. Les premiers fabricants additifs, c'était finalement les soudeurs. Ouais. C'est un vieux métier. D'un point de vue évolution de la filière, etc., ils doivent être complètement révolutionnés ou pas du tout, ils restent à côté du sujet? Non, parce que je pense qu'ils sont dedans, parce qu'il y a eu plusieurs conférences sur la fabrication additive à l'Institut de soudure. Donc ils ont intégré ça. Après, à quelle vitesse ils vont, je ne sais pas. Mais c'est pas cloisonné, je ne pense pas qu'ils restent sur leur chemin. Je ne pense pas qu'ils aillent dans le SLM, parce que pour le coup, c'est très différent, mais au moins le LMD, ça ressemble. Avant... Là, je vous ai montré le LMD où c'est de la poudre qu'on dépose, mais maintenant, il y a aussi une machine qu'on voulait acheter, c'est du fil. C'est du fil métallique. Donc, on dépose un fil métallique. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de projection, on ne respire pas de poudre, il y a moins de problèmes sanitaires. Et après, il faut voir le diamètre des fils, va donner la finesse du mur qu'on va construire. Oui, c'est ça. Ouais. Une convergence, quoi, entre un nouveau modèle et un ancien. Avec des nouveaux procédés, certes, mais quand même. Mais ce qui a changé, je pense, c'est que ce qui change, c'est qu'il y a l'environnement numérique autour qu'il n'y avait pas avant. Voilà. Et ça change tout, parce que intégrer ça dans un procédé de fabrication de pièces, c'est plus facile si on part d'une CAO, si ça se programme, ça change tout. Ça. Bon, il y avait quand même, pour les robots de soudage, il y avait quand même, mais quand même des choses. Oui, c'est vrai. Local. La soudure, c'est assez local, j'imagine. Ah non, tu fais des kilomètres de cordon, pareil, en soudure. Tu sais, tu prends un TGV. Un TGV, c'est tu soudes une rame de TGV, un wagon, c'est 20 mètres de soudure tous les 50 cm, je crois, un truc comme ça. Du coup, il y a déjà des travaux qui ont été effectués dans ces domaines-là. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Typiquement au CEA, les gens qui font de la recherche sur le bain de fusion, c'est des gens qui travaillent sur la soudure au départ. Parce que c'est la même chose. Le bain de fusion... ce qu'on voyait tout à l'heure, le keyhole, c'est-à-dire que le laser traverse 4-5 couches, ça, c'est des trucs qu'on connaît déjà en soudure. C'est les mêmes gens qui font la recherche. Voilà. Merci.